Mamie, voilà, tu peux te présenter et puis voilà. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité et je suis contente de me retrouver parmi des personnes aussi expérimentées et je pense que cette interview va être plus un apprentissage pour moi qu'autre chose. Et moi, je m'appelle Mamie Tall. J'ai pas grandi ici, j'ai grandi au Togo où donc j'ai été à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans où j'ai eu mon bac. Ensuite, je suis allée à Montréal où j'ai fait mes études et en 2017, je suis rentrée ici. Pour moi, c'était une évidence de rentrer ici parce que, comme je disais, je pense que l'architecture, fait partie des métiers salvateurs, on va dire entre guillemets. Et donc, pour moi, quelqu'un qui entre dans ce type de métier doit partir déjà avec ça en lui. Il doit porter un certain caractère. Et pour moi, je pense qu'on a cette vocation-là dès la naissance. Je pense qu'on a cette vocation. Si on doit devenir architecte, on le deviendra. Qu'on fasse les études pour ça ou pas. Donc, pour moi, c'était évident que après mes études, j'allais rentrer dans mon pays parce que c'est mon pays qu'il fallait bâtir, qu'il fallait développer. Donc, je suis rentrée en 2017. Et pour justement ne pas directement commencer à travailler pour moi, être dans une niche et finalement commencer à avoir des œillères parce que au final on te dit quand tu as trop de conviction en architecture ici c'est mieux d'aller à Toubab Diala ou avoir ta petite maison et travailler pour des particuliers. Non, je voulais vraiment entrer et savoir comment ça se passait et donc j'ai commencé à travailler à l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État où j'ai eu la chance de travailler sur la nouvelle ville de Diamniadio et donc ça a été une expérience très intéressante pour moi parce que j'avais beaucoup de choses à dire en fait et j'avais beaucoup de choses à apporter à un moment où le programme était déjà lancé, mais au moins ça m'a permis de voir comment ça se passait, de voir aussi vers quels architectes on se tournait plus pour ces projets, de voir aussi comment est-ce qu'ils étaient établis, comment est-ce qu'il faudrait peut-être plus intégrer les locaux, qu'est-ce qui manquait en fait. Et donc après ça, j'ai travaillé sur la Maison des Nations Unies, également sur le projet de réhabilitation de l'ancien palais de justice en palais des Arts, projet qui n'a toujours pas abouti. Et donc aujourd'hui, je me retrouve au niveau du bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux, où j'ai la chance de travailler sur de la réhabilitation et de la maintenance, mais où aussi j'ai la chance de connaître en fait l'importance des gens en fait qui étaient là à cette époque de construction où Dakar se construisait tout simplement. Vous n'avez pas vous couper, je vous saute dessus. Oui. Aujourd'hui, je viens de lire une loi en France qui dit que la réhabilitation est maintenant du seul ressort de l'architecte. Il y a une loi qui a été votée aujourd'hui. Donc je te le fais comprendre. Ah ben merci, ça c'est très bon à savoir. Voilà, Mamie, voilà. C'est ta présence aujourd'hui, c'est un grand plaisir de t'entendre et puis savoir. Quand tu es arrivé ici à Dakar, qu'est-ce que tu as constaté au niveau de l'architecture urbaine? Qu'est-ce que tu as pensé apporter par rapport à une petite touche, par rapport à là où tu étais dans l'administration et même tes collègues qui sont dans le privé? Qu'est-ce que tu as pensé de l'architecture qu'on t'offrait? De l'expérience d'architecte, c'est ça? Ou de l'architecture comme ça, comme un gars qui arrive dans un pays, comme un touriste, et puis il regarde les choses. Et puis il voit, et puis voilà. Alors déjà, faut savoir que le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller voir les architectes qui étaient déjà là. Donc j'ai demandé à avoir quelques noms que je suis allée voir. Et c'est vrai que la première observation que j'ai faite, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait à peu près 2 catégories d'architectes. Donc il y avait les architectes capitalistes et les architectes rêveurs. Et je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on disait mais tel architecte rêve, tout simplement parce que voilà, il va dans des débats d'idées, etc. et qu'il aspire peut-être à avoir un Sénégal qui, peut-être on ne sait pas encore comment le mettre en œuvre là, mais en tout cas il a cette vision, versus peut-être l'architecte qui va prendre tous les projets qu'on va lui donner et qui va juste dire il faut se faire de l'argent et puis on est là pour ça et on a dépensé pour les études aussi. Et donc voilà, et donc moi je comprenais les deux en fait. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste être les deux? Pourquoi est-ce que on ne pourrait pas avoir justement cette volonté-là de développer notre pays, de développer l'architecture, les processus aussi de mise en œuvre, mais également derrière aussi, voilà, de prendre les projets, tous les projets, ne pas forcément rester figé en se disant, bon, tel projet, je ne le prends pas parce que trop de principes sur ci et ça, etc. Je dis pas d'abandonner ces principes, mais c'est vrai que des fois, il y a des projets qui nous intéressent pas forcément. On va les prendre, on est obligé, ça fait partie de la profession
Donc c'est vrai que, on va dire, la première observation, c'était un peu ça. Et donc j'essayais un peu de me situer dans tout ça. Et j'ai vite compris que c'est vrai que c'était quelque chose d'assez complexe, qui était très lié également à la politique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu travailler dans le public. Donc c'est vrai que aujourd'hui, en tant que jeune architecte, moi je ne dissocie pas l'architecture de tout ce que je fais en général. Quand je parlais de l'aspect entrepreneur, c'est parce que derrière, je fais de la scénographie, je fais de la vidéo, j'ai déjà réalisé des clips, j'ai déjà fait, voilà, je pousse les gens aussi à travailler avec la ville, avec l'urbanisation. Des fois, je travaille avec des gens qui sont dans des corps de métier comme la mode et je vais leur dire, mais pourquoi, par exemple, ton défilé, tu vas le faire que dans un espace fermé? La ville est pour ça, on l'a bâti pour ça, on l'a bâti aussi pour l'embellir. Pourquoi ne pas la faire sur la place de l'Indépendance? Pourquoi ne pas la faire dans tel espace? Et donc, ça nous donne une nouvelle approche. C'est un peu de l'architecture éphémère d'une certaine manière. C'est une architecture qui va contribuer à donner une vision nouvelle de l'espace ou à permettre aux gens de se réapproprier l'espace d'une autre manière. Vous pouvez le voir aujourd'hui avec la corniche. C'est pas que le nombre de personnes a augmenté. Moi, je pense que autant de personnes vont sur la corniche. Mais aujourd'hui, ils y vont de manière différente. Ils l'appréhendent et ils l'occupent de manière différente. À part ce que tu as pu constater et que les colons ou les architectes contemporains comme Thierry Melo nous ont laissé, est-ce que vous avez pu repérer une identité architecturale après cela? C'est-à-dire, pour quel, par exemple, projet que tu as vu comme ça, que tu peux nous dire comme ça? Et voilà. Alors moi, j'aime bien commencer une anecdote pour parler d'art d'identité. C'est quand les Lions de la Teranga ont gagné donc la coupe. Et donc ils sont revenus. Et je crois qu'ils ont quitté l'aéroport, c'est ça? Et donc avec leur cortège là, ça a duré des heures et des heures. J'ai pas tout regardé à la télé, mais honnêtement, chaque fois que j'ai allumé la télé, je savais pas où ils étaient. J'étais perdue dans la ville. On aurait dit que j'habitais pas dans cette ville. Et je demandais même à ma mère, je disais, mais même elle me disait, mais je ne sais pas du tout, c'est où? Je sais pas si c'est la VDN, je sais pas si c'est où, je ne sais pas. Et en fait, c'est là que j'ai constaté vraiment qu'aujourd'hui, les bâtiments que moi, j'allais dire, il y a une identité. C'est les bâtiments qui allaient me permettre d'avoir comme un repère, en fait, dans la ville. Pour moi, les bâtiments qui ont une identité aujourd'hui, ce sont des repères de la ville, d'une certaine manière. C'est ça. Le plateau, c'est un repère de la ville. On va dire, on n'a que de l'identité ici. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous, dans notre profession d'architecte et étant au Sénégal, on arrive à voir la progression qu'il y a eu entre avant et après. Donc aujourd'hui, les architectes qui étaient là depuis peuvent sentir un ralentissement et se dire, ah, on est en train de tout casser, on est en train de perdre le patrimoine. Alors qu'au contraire, moi, j'ai tellement d'espoir parce que moi, j'ai vécu au Togo, j'ai fait tellement de villes africaines et tout. L'architecture n'est pas embrassée autant. J'ai pas eu ce sentiment de vraiment d'appartenance à l'architecture comme on peut avoir ici. Non, je pense que quand on te dit on démolit, c'est parce qu'il y a un immeuble référence sur lequel tous les architectes s'appuient, comme la Foire, oui, ou comme la Dakar, direction générale et de qu'on démolit pour mettre autre chose. C'est pas du même type, de même valeur que c'est là. Par exemple, Ibrahim a beaucoup vécu ça. Ce qui se faisait eux dans leur temps et ce qui se faisait c'est de moindre qualité. Ça, il faut le dire. Ça, je leur dis chapeau parce qu'ils ont pu quand même mettre une empreinte dans la ville. Et ça, aujourd'hui, vous, en tant que jeunes, je pense que vous devez aussi prendre comme leçon ou bien un peu de brin de savoir et dire que ils ont fait ça, mais on va faire mieux, sinon ça. Voilà, moi c'est ça, voilà. On les prend comme référence. La dernière fois, on était à un panel avec Aga Khan et je parlais de ça justement. Je disais, il faut du référencement en fait. Il faut qu'on référence ces architectures-là, qu'on mette à disposition ces architectures aussi aux écoles d'architecture, de manière à ce qu'ils puissent avoir des projets de recherche, en sortir des principes de construction. Parce que chaque fois, je dis, j'ai déjà parlé avec des élèves, donc je dis, c'est pas forcément tant la forme, il faut chercher le processus et il faut chercher les principes de construction qui ont été utilisés. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression justement que c'est cette architecture-là, cet héritage que vous nous avez laissé, qu'on a comme héritage sur lequel on peut s'appuyer. Des fois, on a l'impression qu'entre ce moment-là et aujourd'hui, il n'y a pas eu tant d'architecture sur laquelle on pouvait s'appuyer. C'est pour ça que l'architecture identitaire aujourd'hui, moi, quand on me dit c'est quoi l'identité à Dakar,
je parle de cette superposition de couches historiques-là pour pouvoir l'expliquer. Et c'est vrai que, par exemple, quand je vais parler avec quelqu'un qui vient de Lagos ou d'Abidjan, je pense que, en vous entendant parler, je pense à un architecte qui s'appelle Abou Moussa. Je sais pas si vous le connaissez. C'est ça, architecte touareg, c'est ça, nigérien. Alors, faut savoir que, donc, moi, j'ai eu un autre apprentissage, en plus de l'apprentissage à Montréal, vu qu'il fallait vraiment se contextualiser. Donc, pendant toutes mes études, j'avais pas vraiment le contexte sénégalais. Et c'est à la fin de mes études que j'ai décidé de faire mon projet final sur la construction en terre. Et donc, quand je suis venue, j'ai essayé de sourcer, de voir un peu les gens, les acteurs, avoir des informations. Et donc, je me suis retrouvée au Niger avec Abou Moussa pour un stage accéléré c'est ça, de 10 jours. Et j'étais vraiment intéressée par le fait qu'il cherchait vraiment des solutions par rapport à l'habitat social, par rapport aux matériaux également. Et il m'a raconté une anecdote où l'État lui avait commandé des bâtiments. Et ils n'étaient pas tombés d'accord parce que l'État lui proposait trop d'argent par rapport à lui, ce dont il allait avoir besoin. Donc il leur a dit, moi, payez-moi en terre, sinon je ne prendrai pas l'argent parce que vous me proposez trop pour ce que je peux vous faire. Je peux vous faire 2 fois plus que ça. Et donc j'ai trouvé ça extraordinaire, cet engagement. Et il propose une solution de construction sans industrialisation. Donc c'est la première personne qui m'a dit, quand tu parles de terre, dis toujours matériaux locaux non industrialisés, parce que le ciment est devenu un matériau local. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il nie pas l'existence du ciment, mais il dit juste comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour faire les deux et pour pouvoir faire des économies. Donc sa méthode sans coffrage, sans industrialisation, consistait à utiliser des briques creuses de ciment et à mettre de la terre à l'intérieur. Et en fait, c'était 10 cm, vous nous direz d'ailleurs, parce que vous êtes dans la construction, il avait vraiment des murs de 10 cm comme ça, qui avaient la même efficacité énergétique que des murs qui étaient beaucoup plus grands. Voilà.